Merci Marc et bonjour à tous. La présentation n'a pas besoin d'être très complétée. Donc, je suis responsable de l'agrégation en histoire à l'université de Liège. Donc j'enseigne et je fais de la recherche comme tous les collègues universitaires. Peut-être préciser, ça vous allez vous en rendre compte, que j'ai une activité d'auteur et de direction de collection de manuels scolaires assez importante, donc ce qui rend ma posture parfois un petit peu ambivalente, puisque je suis à la fois un acteur de l'édition scolaire, mais aussi je tente de faire de la recherche aussi sur les manuels scolaires, et peut-être ajouter aussi simplement que j'ai moi-même enseigné l'histoire dans l'enseignement secondaire pendant de nombreuses années, pendant 18 ans exactement. Alors c'est source de beaucoup de plaisir pour moi de venir vous parler de ce nouveau concept de manuel scolaire que je me suis mis en tête de fabriquer et de mettre en œuvre. C'est d'autant plus agréable pour moi que j'ai l'habitude de me présenter souvent devant un auditoire d'historiens ou de didacticiens de l'histoire, et que ici je suis face à des personnes qui, je pense, ont une formation d'enseignant. Il y a peut-être des gens en sciences humaines donc, qui ont enseigné l'histoire au premier degré, mais je suis content aussi d'avoir l'occasion d'en parler devant des personnes, vous qui êtes plus généralistes. Alors les réflexions et les réalisations que je vais vous présenter trouvent leur origine dans une étude critique qui a été réalisée à la fin des années 90 et au début des années 2000 et qui portait sur un certain nombre de manuels scolaires d'histoire en usage dans les années 1990, au siècle passé. J'ai souligné le « de », une analyse critique de manuels scolaires, et pas une analyse critique des manuels scolaires, parce que ce n'était pas du tout une étude exhaustive. L'exhaustivité existe-t-elle d'ailleurs? C'était même pas une étude qui opérait sur un échantillonnage un peu sérieux. C'était une étude assez impressionniste qui puisait dans la production uniquement francophone, avec juste quelques exceptions des manuels chiliens qui étaient là parce que les contacts avec certains didacticiens m'avaient amené à m'en procurer. Donc une analyse impressionniste sur un nombre important, mais on va dire un échantillon de convenance de manuels francophones, français, belges, suisses et québécois. Alors cette analyse, elle s'est déroulée dans un contexte particulier qui est le contexte des années 90, et à vue de nez, je pense que vous êtes nés dans les années 90, voilà, donc je me dis que ce contexte mériterait d'être légèrement remis en scène. Donc les années 90, c'est une époque où les manuels refont surface, pas uniquement en histoire, de façon très générale, après une période de critique, au moins 2 décennies de critique assez acerbes et assez vives. Alors c'est pas l'objet de faire l'histoire et de retracer et d'examiner et de discuter toutes ces critiques, mais je vais juste me borner à les rappeler, et vous allez voir que ce sont des critiques fondamentales, ne fût-ce que celle-là. Donc première critique qui a été adressée, et singulièrement au manuel d'histoire, c'est d'être, dans l'esprit de Bourdieu évidemment, des vecteurs de reproduction de la société dominante, de l'idéologie dominante, de l'ordre établi. Quantité de recherches se sont efforcées par exemple de montrer que sur la question du genre, les manuels scolaires véhiculent et renforcent les stéréotypes de ce qu'est l'homme et ce qu'est la femme dans l'idéologie traditionnelle occidentale. Cette critique n'était pas la seule. Une autre critique portait aussi sur le caractère établi des connaissances ou des savoirs présentés dans les manuels. Des manuels qui, on va en reparler parce que ça me paraît extrêmement important, présentent les connaissances comme des vérités en passant complètement sous silence le processus d'élaboration, le processus de construction de ces connaissances. Vous savez évidemment que la connaissance scientifique n'est pas révélée, mais construite et le fruit d'un processus interprétatif, autant de choses que les manuels de cette époque étaient, en tout cas c'était ce que pensaient ceux qui les critiquaient, des manuels de cette époque ne montraient absolument pas. Des manuels aussi critiques que nous allons prendre à bras le corps tout à l'heure, des manuels qui étaient critiqués pour induire des démarches essentiellement de type transmissive, des manuels qui évacuent la question du sens, la question de la signification des savoirs à apprendre, et on sait que dans nos écoles, déjà à l'époque,
combien de journées pédagogiques est-ce que j'ai pas fait comme enseignant dans les années 80-90 sur la question du sens, voilà, des manuels qui évacuent la question du sens. Et enfin, l'Aspetotisme, c'est une question énorme, des manuels illisibles ou peu accessibles, davantage destinés à l'enseignant qu'à l'élève. Et cette critique était particulièrement vive s'agissant des manuels scolaires d'histoire qui étaient critiqués pour être probablement parmi les plus illisibles, notamment par un excès de condensation et de concision du texte de synthèse. Alors à partir des années 90, face à ce flot de critiques, certaines voix se sont quand même élevées pour entreprendre de réhabiliter le manuel scolaire. Quelques citations rapides, puisque ce n'est pas l'objet de mon intervention. L'ADEP, l'Association des éditeurs scolaires francophones, évidemment, la provenance de la citation devrait susciter notre esprit critique. Le manuel scolaire 91 reste un élément déterminant dans la qualité de l'enseignement. C'est une affirmation péremptoire qui, personnellement, on peut en discuter tout à l'heure, me semble loin d'être démontrée dans la littérature scientifique, me semble-t-il. Le Conseil du livre de la communauté française, en 1998, insiste sur le rôle favorable que joue le manuel scolaire sur le plan de la transmission démocratique. C'est un argument qu'on va souvent entendre, c'est que donner à chaque élève un livre, c'est lui garantir, dans l'esprit d'une égalité d'accès en tout cas, lui garantir la disponibilité du savoir. Donc un rôle favorable sur le plan de la transmission démocratique des savoirs, l'autonomie des élèves et la structuration de l'esprit. Le CEF, le Conseil de l'éducation et de la formation en 2004, qui insistait sur le fait que le manuel scolaire est un vecteur de soutien à l'apprentissage. Le contrat pour l'école de 2005, c'était Maria Arena, si je me souviens bien, insistait sur le fait qu'il importe de favoriser l'utilisation de manuels scolaires, et dans la foulée de ça, tout un dispositif de soutien financier à l'acquisition de manuels a été mis en œuvre, et tout récemment, je me suis quand même plongé dans la déclaration de politique communautaire de notre gouvernement, qui date de ce mois de juillet, et il y a une petite phrase où il est indiqué que le gouvernement encouragera la création, comme auteur, je me frotte les mains, la diffusion et l'utilisation de manuels scolaires. Donc on a clairement un parti pris que le manuel scolaire, si l'on encourage l'utilisation, est forcément un vecteur de plus-value pour l'enseignement de l'histoire. Donc dans les années 90, on a un contexte très polarisé, des critiques très acerbes, très profondes, très fondamentales, bien complexes à affronter, mais du côté des éditeurs, l'ADEP, du côté des réseaux d'enseignement, des responsables de systèmes éducatifs, du côté des pouvoirs politiques, on a un discours qui, au contraire, veut promouvoir à nouveau l'usage des manuels scolaires. Alors, à quoi ressemblaient les manuels scolaires d'histoire dans les années 1990? Alors, de l'ensemble des manuels que j'avais étudiés à l'époque, je me suis permis d'en extraire un seul, et vous allez voir que le choix est loin d'être anodin. J'ai choisi la collection Racines du futur pour plusieurs raisons. D'abord, c'était la collection qui était la plus utilisée en communauté française de Belgique dans l'enseignement libre catholique. Il n'y avait pas de collection équivalente dans l'enseignement public, mais beaucoup d'Athénées, un certain nombre d'Athénées utilisaient aussi cet ouvrage-là. Je l'ai aussi choisi, cette collection, parce que j'ai commis avec le professeur André Thion des facultés Saint-Louis un des volumes de la collection. Ça me permet de bien mettre clairement sur table l'ambivalence constitutive ou qui me constitue. Donc je suis un auteur de manuels scolaires et puis j'ai dirigé des collections. On peut discuter là-dessus. Pour moi, cette ambivalence est inhérente au métier de didacticien tel que je le conçois, mais ça se discute comme bien d'autres choses. Je vous montre aussi ce manuel parce que vous allez voir que ce manuel, je vais largement critiquer et en même temps, vous voyez que j'y ai largement contribué, donc la vie est ainsi faite. Alors, ça ressemblait à quoi un manuel d'histoire des années 90, puisqu'on est en pleine période de commémoration aiguë. J'ai choisi une double page sur la Première Guerre mondiale, elle est évidemment illisible pour vous, mais ce n'est pas le but. Qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui caractérise les manuels scolaires de cette période des années 90? Mais le manuel est construit autour d'une colonne vertébrale, c'est le récit du passé. Alors comme je vais vous le montrer rapidement,
ce récit s'est progressivement contracté au fur et à mesure des années, mais si quantitativement, je l'ai encadré, il n'est plus dominant, hein, vous voyez qu'en termes de centimètres carrés, il n'occupe même plus la moitié des pages, si quantitativement il est plus dominant, structurellement, il est toujours la colonne vertébrale, la clé de voûte autour duquel tout s'organise, autour duquel tout se distribue. Tout, ça veut dire quoi? Des documents, au sens très large, des sources historiques, traces du passé, comme on dit maintenant, on disait ça à l'époque, mais aussi des avis d'experts, des points de vue d'historiens, qui émanent de la société. Donc ça c'est vraiment, pour simplifier, la caractéristique dominante de ces manuels des années 90. C'est un manuel qui est construit sur base d'un récit, rédigé évidemment par les auteurs, qui délivrent le savoir à apprendre, et ce récit, il est assorti dans une logique qui n'est plus vraiment d'illustration, mais plutôt dans une logique de marchepied, le document servant de marchepied pour conduire l'élève vers le récit à apprendre. Le récit est entouré de toute une documentation. Alors, on pourrait faire l'histoire, les historiens, forcément, ça leur plaît toujours beaucoup, dans une perspective un peu génétique, on pourrait faire l'histoire de l'apparition de ce modèle. Nous sommes en 1992 pour ce manuel-là. Si on retourne 20 ans en arrière, une collection qui a aussi fait référence en Belgique francophone, qui s'appelait Histoire et Humanité. Mais regardez un tout petit peu, ne fût-ce que cette double page-là, on voit déjà le modèle qui apparaît. Le texte de synthèse occupe encore une moitié de la double page, la moitié droite. Et vous voyez que la documentation a déjà investi l'espace de façon non négligeable. Si on remonte encore un petit peu dans le temps, la rétrospection, c'est toujours intéressant. On était en 92, on est en 70, on remonte en 66. Ça, c'est un manuel produit par deux professeurs de l'Université de Liège qui ont connu un succès incroyable, qui a été réédité plusieurs dizaines de fois. Vous voyez, enfin vous ne le voyez peut-être pas, mais le texte de synthèse ici domine encore plus largement, mais il y a deux documents, un document iconographique à gauche et une généalogie à droite. Et si on remonte encore 20 ans avant, on est en 43, aussi un éditeur liégeois. Les liégeois sont souvent très liégeois. De nouveau, le texte de synthèse, qui est là bien dominant, et un document, mais qui est un document essentiellement à valeur illustrative. J'avais encore un exemple, 20 ans plus tôt, en 1920, Joseph Harlequin, professeur à l'Université de Liège. Voilà, ça c'est le manuel préalable au manuel des années 90, duquel il est dérivé. Oula, je vais un petit peu trop vite. Ce type de manuel récit n'est pas mort. Les éditions de Bouc ont publié en 2013 un manuel qui s'appelle Les jalons pour mieux comprendre, qui pour moi est en porte-à-faux complet avec l'épistémologie de l'histoire, la psychologie de l'apprentissage, la didactique de l'histoire. Il vient de recevoir le prix du meilleur ouvrage pour l'éducation et l'éducation permanente, ici en 2014, mais je ne l'aurais pas délivré personnellement. Mais donc, c'est pour vous montrer que ce type d'ouvrage reste produit. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette évolution des manuels scolaires? Il faut remettre rapidement en scène l'évolution des modèles de l'enseignement de l'histoire. Donc, comme je vous l'ai montré trop rapidement avec le manuel Histoire et Humanité et puis le manuel de Gauthier-Moreau en 66, c'est à la fin des années 60, début des années 70 que les manuels vont adopter le modèle des années 90 que je vous ai présenté. Fin des années 60, début des années 70, c'est un moment où, au niveau de la didactique de l'histoire, il y a un basculement entre un premier modèle que j'ai appelé l'exposé récit et un second modèle, un deuxième modèle que j'ai appelé le discours découverte. Il se marque d'ailleurs très clairement dans les programmes d'enseignement, les césures étant le programme de 1969 pour l'enseignement public et le programme de 1972 pour l'enseignement catholique. Évidemment, 69-72, on est en plein basculement vers l'enseignement rénové. J'imagine que vos cours d'histoire de l'éducation ont dû vous en informer. Alors, c'est quoi ce basculement et quels étaient ces deux modèles? Le premier modèle, qui est un modèle extrêmement ancien, que j'ai baptisé dans un article de 97 pour essayer d'un peu thématiser les choses, l'exposé récit. C'est le modèle dominant juste dans les discours, dans les prescriptions,
ne parle pas des pratiques, jusqu'à la fin des années 60-70. Bah, je pense qu'on ne va pas en faire un fromage. Ce modèle de l'exposé récit, il suffit d'entendre l'appellation, on voit de quoi il s'agit. Je vous le rappelle quand même en 5 secondes comment ça fonctionne l'exposé récit, mais au stade préactif, le professeur prépare un récit sur le passé. Donc c'est lui qui sélectionne les savoirs, c'est lui qui les articule, qui les organise, qui les structure. Il les met en récit. Pour faire un récit, il faut décider d'un ordre et d'une articulation, ça tombe sous le sens. Et ce récit, ça vous rappelle peut-être des souvenirs de l'école secondaire, d'ailleurs, ou de l'école primaire, mais il est transmis à un élève dont la tâche est d'écouter et de reproduire sur sa feuille, ou à l'examen, ou à l'interrogation, ou à l'évaluation, le récit du professeur. Donc on est, pour les psychopédagogues que vous êtes, il ne faut pas en faire beaucoup plus, on est dans une logique évidemment de transmission, plus transmissive que ça, c'est difficile à imaginer. Alors à la fin des années 60 et au début des années 70, ce modèle de l'exposé récit va faire l'objet de toute une série de critiques et on va voir apparaître dans les programmes 69-72, dans les travaux des didacticiens, dans la formation initiale des enseignants, on va voir poindre un nouveau modèle d'enseignement de l'histoire que j'ai baptisé le discours découvert. Alors rapidement, mais je pense que ça vaut la peine, quels sont les principaux éléments qui ont amené les promoteurs de ce nouveau modèle à critiquer le précédent et à présenter le leur? Mais je pense qu'il y a des éléments qui ressortissent aux 3 domaines qui sont présents sur la diapositive. Il y a d'abord les méthodes actives. J'ai mis des points, des guillemets, pardon, parce que plus j'avance, moins je sais ce que ça veut dire. Derrière cette appellation fourre-tout se trouve en fait la percée d'une idée force qui demeure, je pense, un acquis de la psychologie de l'apprentissage et qui nous vient quand même du constructivisme piagétien, revu par les socioconstructivistes, par la psychologie culturelle plus récente, c'est que l'être humain n'apprend pas simplement par transmission, réception d'une information, mais en modifiant ses chaînes sur base d'un corps à corps avec des objets qui viennent de son environnement, qui le déstabilisent et qui doit manipuler. À partir de la fin des années 60, début des années 70, ces idées forces commencent à percer. Et en tout cas, c'est un argument avancé par les promoteurs de ce discours découvert. Le deuxième élément qui joue, qui vous est sans doute un peu moins familier puisqu'il est plus disciplinaire, c'est l'apparition de ce qu'on appelle la nouvelle histoire. La nouvelle histoire, pour le faire simple, c'est la prise de conscience ou la mise en avant que l'histoire n'est pas d'abord un récit. On a tendance, aujourd'hui, souvent à considérer que l'histoire, ben, ça se raconte. Oui, ça se raconte l'histoire. Mais quand elle est faite, quand elle est construite, au point de départ, l'histoire, c'est pas un récit. L'historien qui commence une recherche ne commence pas à s'attabler et n'attend pas que le récit lui tombe sur la tête. L'historien, il a d'abord quoi sous les yeux? Il a des documents, il a des matériaux, des travaux d'autres historiens, mais aussi des sources, des traces du passé, et à partir de là, il construit un problème, et puis dans une démarche d'enquête et d'analyse, je rappelle que histoire en grec, ça veut dire enquête, dans une démarche d'analyse et d'enquête, il analyse la documentation, il la rassemble, je vous passe les détails, ça prend très longtemps, et puis au terme d'un processus qui est un processus éminemment herméneutique, interprétatif, il fabrique. Il y a des ouvrages qui s'appellent, un ouvrage important qui s'appelle La fabrique de l'histoire. Il fabrique un récit qui est une reconstruction et une interprétation des informations, même pas du passé, hein, des informations qui ont filtré à travers les traces du passé. Donc l'énorme difficulté de l'historien, je m'appesantis un tout petit peu là-dessus, l'énorme difficulté de l'historien, c'est qu'il n'a pas un accès direct à son objet d'observation. Aucun homme de science n'a un accès direct à son objet d'analyse. Hein. Le psychologue n'a pas un accès direct aux sentiments, aux émotions du sujet. Il a forcément un accès média, mais pour l'histoire,
le problème est d'autant plus complexe, c'est qu'interroger Napoléon, c'est un peu difficile. Enfin, je ne suis pas encore parvenu. Donc il est obligé de passer par un filtre qui est un filtre très filtrant, qui est la documentation que les hommes du passé nous ont laissée. Et il est très complexe à traiter ce filtre parce que les documents que les hommes du passé nous ont légués, ils ne les ont pas légués en pensant à l'historien qui allait faire une histoire, en lui disant oui, il faut que je lui dise ça aussi, et il faut que je lui dise de façon objective, parce que sinon il va raconter n'importe quoi. Évidemment, les hommes du passé, ils nous ont laissé les documents, mais qu'ils ont laissés derrière eux. Quand vous mourrez, excusez-moi de vous le rappeler, ça nous attend tous, vous laisserez derrière vous plein de traces, des souvenirs, des cartes postales, des textes, des vidéos, des témoignages oraux, mais tous ces souvenirs n'ont pas été laissés dans l'idée que vous avez peut-être pour faire votre biographie. Voilà, donc l'histoire n'est pas d'abord un récit, l'histoire est à la fin du processus d'interprétation des sources, un récit. Or, vous avez vu que dans l'exposé récit, évidemment, c'est le récit qui est mis en avant. Le troisième élément, plus brièvement, qui fonde le basculement de l'exposé récit vers le discours découverte, c'est la prise de conscience, qui me semble extrêmement pertinente, la prise de conscience que l'enseignement de l'histoire, certes, il sert à apprendre des savoirs, des connaissances sur le passé, donc il y a une finalité culturelle qui n'est absolument pas rejetée par les promoteurs du discours découverte, mais qu'en histoire, en classe d'histoire, on peut aussi apprendre autre chose que des savoirs. On peut apprendre une manière d'appréhender le monde. Et que ce qu'on attribue classiquement aux mathématiques, au latin, aux langues anciennes, cette capacité à former l'esprit, à former l'intellect, ben, l'histoire pourrait aussi le revendiquer, et les promoteurs du discours découverte le font sans hésiter, fin des années 60, début des années 70. Alors, c'est quoi le discours découverte? Comment ça fonctionne? En phase préactive, on a envie de dire rien ne change par rapport à l'exposé récit. Moi, j'ai été formé dans ce moule-là. Comment est-ce qu'on m'a appris à enseigner l'histoire? Ben, à préparer un récit. Choisir les connaissances, les préstructurer, les préarticuler. Mais ce récit, il ne va pas être transmis. En phase préactive, l'enseignant, une fois qu'il a préparé son récit, va choisir des documents. Et il va les choisir pour leur vertu, pour leur capacité à conduire les élèves, discours découverte, dans une logique de les amener à découvrir le discours. Donc, hypothèse, si dans mon récit j'ai 5 idées phares, je vais sélectionner 5 documents qui sont porteurs de ces idées. Et en phase active, donc en classe, qu'est-ce qui va se passer? Le récit, je ne le transmets pas, je le masque. Je ne le transmettrai jamais. Je vais mettre les élèves en activité sur le document 1 pour leur faire découvrir l'idée force 1, sur le document 2, information 2, document 3, information 3, document 4, information 4, document 5, information 5. Et de cette manière, le récit que j'avais préparé va être, par la magie de la didactique, de la mise en activité des élèves, le récit va s'auto-dévoiler, va être découvert par les élèves qui vont donc le reproduire, en tout cas en reproduire les maillons essentiels. Donc on est ici vraiment dans l'essence même du discours découverte qui apparaît fin des années 60, début des années 70. J'illustre peut-être très rapidement pour concrétiser. Voilà une double page que j'ai fabriquée, puisque c'est moi l'auteur de cette double page. Comment ça fonctionne rapidement? Les deux documents en bleu sont des sources, des traces du passé qui apportent des témoignages sur la vie du fantassin dans la tranchée pendant la guerre 14-18. Je mets mes élèves en activité là-dessus. Pourquoi? Pour leur faire découvrir 2 informations principales. Vous ne savez évidemment pas lire. Premier paragraphe, le paragraphe dont j'ai entouré le titre au-dessus, dans un cercle bleu, la Première Guerre moderne, faire découvrir l'apparition de toute une série d'armements, une manière de faire la guerre tout à fait différente. Et les élèves peuvent le découvrir à partir de ces 2 documents. Et effet de ces nouveaux armements, vous le savez évidemment bien, c'est le côté terriblement meurtrier. Une guerre inhumaine et meurtrière. Donc, 2 documents, et hop, rapidement, 5-6 minutes, 10 minutes, 5 minutes, en 15 minutes, les élèves ont découvert les 2 premières caractéristiques de la Première Guerre mondiale. J'ai 50 minutes sur une leçon, donc on peut aller un petit peu plus loin. Les 2 affiches de propagande qui sont là, si je mets les élèves en activité de façon guidée,
qu'est-ce que je vais pouvoir faire découvrir? C'est que cette guerre est aussi une guerre économique. C'est une guerre qui amène les gouvernements à mobiliser l'épargne des civils en haut et à mettre les civils au travail, la fiche en bas. Donc je fais découvrir à mes élèves que la Première Guerre mondiale est une guerre économique. Et puis, ces documents, ces deux-là, et celui que j'ai encadré aussi en rouge, ce sont des documents de propagande, tous les trois. Et donc, j'ai aussi du matériel pour faire découvrir la dernière caractéristique majeure. Que moi, historien, quand j'ai préparé mon récit, quand j'ai déterminé ce qui était à apprendre, je discute évidemment, j'avais identifié l'usage de la propagande. Et donc, en 50 minutes, de façon évidemment hyper guidée, hein, ça va, donc vous avez vu le nombre de documents, mais en 50 minutes, avec un jeu de questions-réponses et de consignes très guidées, très guidantes, je fais découvrir à mes élèves le discours que j'avais préétabli, qui est la Première Guerre mondiale, une guerre moderne, une guerre économique, une guerre inhumaine et meurtrière, et une guerre de propagande. Voilà, vous l'avez découvert. On l'a fait en 2 minutes, maintenant en 5 ans. Alors, ce discours découverte, ça se fonde sur quoi? Ben, première intuition forte, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en histoire, le récit n'est pas premier, le récit est un produit dérivé de l'enquête. Donc en histoire, le document est le matériau premier, c'est le matériau premier de l'historien, et donc les promoteurs de ce discours découvert vont dire, on ne s'étonne pas qu'en science, on demande d'avoir des dates en science. Eh bien, moi je dis qu'en histoire, enfin, ce sont eux qui me le disent, je promeux aussi cette espèce d'isomorphisme, de même que les sciences apprennent dans un labo, l'histoire doit s'apprendre en mettant les élèves dans des situations d'apprentis historiens. Deuxième intuition fondamentale, elle renvoie plus aux théories de l'apprentissage, telles que perçues en tout cas par les promoteurs de ce modèle-là, c'est qu'apprendre n'est pas simplement un processus de réception d'informations transmises, mais suppose une mise en activité des élèves. Donc je mets en activité les élèves, et comme on est en histoire, je le fais sur des documents. Troisième intuition forte, ça renvoie aux 3 éléments que j'ai développés tout à l'heure, c'est qu'en faisant cela, j'apprends à mes élèves l'histoire. Ils auront une idée de c'est quoi la Première Guerre mondiale, mais en même temps, je leur apprends toute une série d'habiletés, de savoir-faire, analyse d'un document iconographique, analyse d'un témoignage ancien, critique de ces témoignages, critique de ces sources. Et donc, je contribue non seulement à faire apprendre l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire la vie des hommes dans le passé, mais aussi l'histoire comme discipline avec un petit H, et je forme l'esprit de mes élèves. Personnellement, je pense, mais ça c'est un point de vue personnel, mais je pense que j'ai le droit de le formuler, que ces 3 intuitions restent quand même très pertinentes, mais discutables. Il me semble qu'il y a quand même un certain nombre de limites à ce modèle. Sur le plan épistémologique, donc si on regarde les choses du point de vue des processus de connaissance à l'œuvre du point de vue de la discipline scientifique. Donc sur le plan épistémologique, il me semble que ce modèle accorde peu ou pas de place à la mise en problématique des savoirs. Par exemple, dans le manuel que je vous ai présenté et que j'ai rédigé, il n'y a rien de rien, mais absolument rien, pour répondre à la question des élèves qui est « Oh, en Première Guerre mondiale, pourquoi est-ce qu'il faut étudier ça? À quoi ça sert ?» Très très bonne question. Là, on dit que c'est la matrice du XXe siècle, la Première Guerre mondiale. Ah ben, voilà, ça serait une raison d'étudier. Mais il n'y a rien dans le manuel pour travailler dessus. Donc l'historien, je vous l'ai dit, il démarre, comme tout scientifique, je pense, d'abord en se posant des questions. Donc on enseigne l'histoire, dans ce modèle-là, comme des réponses à des questions qu'on ne formule pas. La mise en problématique des savoirs, rien dans le manuel ne permet de le faire. Pas de place non plus pour la construction d'interprétations divergentes. Je vous dis que la Première Guerre mondiale se caractérise par ceci, cela. La preuve, n'allez pas dire le contraire, j'ai des documents qui le prouvent. Avec les mêmes documents ou avec d'autres documents, sûrement avec d'autres documents, on peut faire un autre portrait de la Première Guerre mondiale. Donc il n'y a pas de place pour la construction d'interprétations divergentes, et il y a cette idée très positiviste quand même, que les documents permettent d'accéder de plein pied au passé. Il suffit d'observer les documents pour voir c'était quoi la vie des hommes dans le passé. Donc, par rapport à la dimension hermétique
herméneutique de la discipline historique, on en a quand même une déperdition, c'est le moins que l'on puisse dire. Sur le plan didactique, on peut aussi formuler, à mon avis, une objection principale. La structure même des manuels scolaires d'histoire, qui sont porteurs de ce modèle de disco-découverte, je vous l'ai présenté tout à l'heure, la structure même des manuels scolaires d'histoire se calque sur une logique, ce que Michel Minder appelle de façon très éclairante, une logique rationnelle, c'est-à-dire une logique d'exposition des savoirs. Elle induit donc une dynamique transmissive. Avant que Bernard Rey ne le formule brillamment en 2001, à tel point qu'il énonçait la crainte que utiliser un manuel soit quasiment incompatible avec la mise en œuvre de démarches plutôt constructivistes. Donc il allait même jusqu'à poser cette hypothèse, cette crainte. Je vais essayer de le démentir, mais avant même que Bernard Rey ne l'écrive en 2001, quand j'ai commencé à former des enseignants à l'université de Louvain, parce que j'étais d'abord louvaniste avant d'être liégeois, donc à la fin des années 90, j'ai bien vu que ce foutu manuel que j'avais fabriqué, par sa logique rationnelle, expositive, induisait des démarches transmissives, alors que moi je voulais que les étudiants, les futurs enseignants, mettent plutôt les élèves dans des dynamiques de recherche et d'enquête. Mais le manuel les amenait vers autre chose. Et donc, alors que l'apprentissage suppose plutôt de mettre l'élève dans une logique, je pense, plutôt fonctionnelle, de construction de connaissances, de résolution de problèmes, où les connaissances ne sont pas à découvrir dans l'ordre où on les expose quand on les connaît, mais le manuel induit des logiques plutôt expositives et transmissives. Alors, comment dépasser ce discours découverte et comment imaginer des manuels qui s'en inspirent? Mais voilà le petit chemin que j'ai parcouru. Premièrement, je me suis mis en tête de proposer un autre modèle pour organiser l'enseignement et l'apprentissage de l'histoire, un modèle qui soit plus cohérent avec l'épistémologie de l'histoire et avec la psychologie de l'apprentissage, qui sont un peu les deux points d'appui par rapport auxquels on repère bien qu'il y a des failles dans ce discours découverte. Et puis, ce modèle ayant été élaboré à partir de la fin des années 90, et me rendant compte que les manuels existants étaient plus des freins que des leviers pour impulser ce type de dynamique d'apprentissage, je me suis dit, tiens, si sur l'établi du professeur, je retirais cet outil et que j'en mettais un autre, est-ce qu'il ferait autrement? Donc je me suis dit qu'une manière de modifier les pratiques, on peut voir après ce que ça a donné, ce serait de modifier les outils. Si je modifie les outils de l'artisan, a priori, moi je m'étais dit qu'il travaillait autrement. Et donc la deuxième étape, ça a été d'élaborer un autre concept de manuel scolaire d'histoire. Mais vous allez voir que j'ai la prétention, j'espère que ça ne va pas être prétentieux que d'avoir cette prétention, de penser que c'est peut-être une matrice qui pourrait être plus largement transférable dans d'autres disciplines. Donc proposer un autre concept de manuel qui ne soit pas un frein mais un moteur pour impulser des démarches de type constructif. Ce nouveau modèle, il fallait bien que je le baptise et je l'ai appelé apprentissage-recherche. On aurait pu trouver mieux. Alors, 3 intuitions fondamentales. 1. Problématiser les savoirs à apprendre. Ça répond à une des critiques que j'ai formulées au discours découverte. Donc, pour moi, c'est une étape essentielle en classe d'histoire et peut-être en classe de mettre les savoirs à apprendre en problématique pour que les élèves les découvrent comme étant des réponses potentielles à des questions qui se posent quand même. Deuxième idée phare, c'est ouvrir les espaces d'activité. Donc, ouvrir les espaces d'activité, pour moi, ça veut dire oser, parfois, dans la mesure où les élèves en sont capables, donc tout ça doit être évidemment mesuré, des espaces de moindre guidance, des tâches plus complexes, oser parfois soumettre aux élèves pas un seul document qui dit blanc, mais un document qui dit blanc, un qui dit gris foncé, un qui dit gris clair et un qui dit noir, et les mettre devant ces 4 documents avec un peu beaucoup de consignes, c'est d'avoir en fonction de leur aptitude, et par rapport à une problématique qui a été posée, leur demander de construire une des réponses convergentes ou divergentes. Poser parfois des documents un peu plus complexes, le discours découverte, puisque son projet est de faire dire rapidement
le savoir qui doit être dit opère par simplification. Haut degré de guidance pour conduire exactement l'élève là où on veut, peu de documents, parce que bon, ça va être trop compliqué, ils vont aller vers des choses que je ne veux pas, et sûrement pas des choses trop complexes, parce que sinon ils ne vont pas découvrir ce que je veux. Ils veulent découvrir, je veux qu'ils découvrent que la guerre est une guerre inhumaine, ben, on va y aller trash, avec un bon document, et ils vont voir. Fini. On ne va pas amener éventuellement une lettre d'un poilu qui dirait à son épouse que ben, ça va, tout va bien, on a à manger, on n'a plus trop froid, j'ai des habits propres. Il y a des documents comme ça qui sont très intéressants. Parce qu'avec une prise de distance critique, on se rend compte que pourquoi est-ce que le poilu écrit comme ça? Ben, pour rassurer sa femme, pour lui dire que tout va bien, parce qu'il a trop peur qu'elle soit inquiète. Voilà. Mais non, dans le discours découverte, non, ça va brouiller le message. Voilà. Donc moi je pense qu'au contraire, il faut ouvrir les espaces d'activité. J'insiste beaucoup, évidemment, en fonction du public, du temps, des objectifs d'apprentissage. On ne remet pas 50 pages de documents à un élève de 3e secondaire pour mener une leçon d'histoire. Hein, ça tombe sous le sens. Donc parfois, un document un peu plus long, ben, c'est déjà complexe. Troisième intuition extrêmement forte pour moi, c'est laisser ouvert l'espace de structuration, ne pas l'obturer par un récit préétabli. Donc si vous délivrez les connaissances dans un ordre rationnel préétabli, au terme du processus d'enseignement, il n'y a plus vraiment de travail moi je parle de structuration, il n'y a plus vraiment un travail d'institutionnalisation, de négociation du savoir à retenir et de son articulation, puisqu'il a été délivré dans une logique rationnelle tellement probante que, ben oui, voilà les 4 causes de la Première Guerre mondiale. Il n'y a jamais un moment où on se dit, tiens finalement, la Première Guerre mondiale, en quoi est-ce que c'est une guerre nouvelle? Et où 2 de mes étudiants vont dire, ben moi je retiendrai ces 3 éléments-là, et 2 autres vont dire, ben oui, ok, mais moi j'ajouterais celui-là. Ah non, ça c'est pas nouveau, ça arrive. Voilà. Et où on arriverait à une définition de la Première Guerre mondiale qui serait peut-être un peu différente, pourquoi pas, entre les élèves de ma classe. Pourvu qu'ils puissent la fonder sur de la documentation, j'en respecte cette documentation. Why not? Les historiens le font, hein. Pourquoi on ne ferait pas en classe d'histoire? Donc ça, c'est les 3 intuitions. Concrètement, comment ça marche? Ça, c'est très difficile à dire peut-être pour vous. Au point de départ, en phase préactive, voilà comment mes étudiants sont formés à enseigner l'histoire. Vous leur demandez si ça marche. En phase préactive, l'enseignant ne prépare pas de récit. Donc mes étudiants qui préparent des leçons d'histoire ne préparent pas de récit. Streng verbose, interdit. Ils énoncent des objectifs d'apprentissage, des objectifs de maîtrise, des objectifs de transfert, les compétences vont aller se loger là-bas, ils les tendent, ils les mettent en tension par rapport à des finalités, je tombe dans le sens anti-horlogique. Ils énoncent évidemment des contenus principaux et secondaires, donc les contenus, ils doivent les identifier, les contenus à enseigner, à apprendre, et ils doivent les hiérarchiser, mais ils ne les articulent pas dans un récit. Ils identifient, ils sélectionnent de la documentation et des supports, et, très très important, ils énoncent un objet ou une question de recherche qui va conduire l'enquête et qui va amener les élèves, pour y répondre, à articuler un certain nombre, à mettre en évidence et à construire un récit qui articule les contenus principaux et secondaires et qui répond à la question de recherche. Un récit avec des variantes, des récits parfois, franchement, parfois en classe, on construit des réponses différentes. Possible. Il suffit de mettre des documents différents. Alors, une fois que l'étudiant a préparé ça, c'est ce que j'appelle le projet d'apprentissage, voilà l'ossature, pour moi, d'une séquence d'apprentissage de l'histoire, dans une dynamique d'apprentissage-recherche. Pour moi, il y a une phase de démarrage où on met en problématique le passé, on construit un objet de recherche. Il y a une phase d'enquête où on va mettre les élèves en activité sur des documents essentiellement. Au fur et à mesure de cette enquête, j'ai essayé de le représenter graphiquement, mais dès la phase de démarrage, on découvre des connaissances, on construit des connaissances, on découvre des savoirs, et tous ces savoirs engrangés au fur et à mesure, à un moment, font l'objet d'une structuration finale qui doit être là où les réponses à la question de recherche. Alors ce sur quoi j'insiste rapidement, regardez bien la manière dont j'ai numéroté les savoirs ici. Les savoirs ne sont pas découverts ou appris dans l'ordre dans lequel ils seront structurés. C'est justement ce qui fait la différence avec le discours découvert et pourquoi je pense que c'est utile et nécessaire de faire
ainsi pour laisser ouvert l'espace de structuration. Parce que si je découvre le savoir 1 puis le savoir 2 puis le savoir 3, il n'y a plus de structuration. Alors, je ne vais pas trop m'apesantir, mais pour moi c'est très important de le dire. Je pense que ce modèle d'apprentissage-recherche, en tout cas dans ce que je me permets de recommander aux étudiants et aux enseignants, c'est un modèle à privilégier, mais ce n'est pas un modèle exclusif. Donc pour moi, l'exposé récit et le discours découverte restent des modalités qui sont pertinentes à certains moments. Donc quand on est dans une dynamique d'enquête et de recherche, il peut y avoir des moments, et je pense qu'il doit y avoir des moments, où la classe a besoin d'un apport d'information, un moment d'exposé récit, ou parfois, dans des logiques peut-être plus d'exercitation, des moments où, dans une logique plus guidée de discours découverte, on s'approprie certaines connaissances. Ça va? Donc, contrairement à ce que mon discours pourrait laisser entendre, la didactique que je propose est une didactique plus écuménique ou plus réaliste que ce que cela donnerait à penser. Je suis en train de préparer un volume de synthèse que j'ai appelé une didactique de l'enquête. Et une didactique de l'enquête, ça veut dire ça, c'est-à-dire le modèle de l'apprentissage-recherche, hein, vous le revoyez, vous le retrouvez rapidement, démarrage, enquête, structuration, mais vous voyez que je l'ai matiné, par exemple de façon hypothétique, par 2 temps de discours découverte, et pourquoi pas ici un temps d'exposé récit. Donc je pense que c'est plutôt dans cet esprit pluraliste, mais par ailleurs je pense que l'épistémologie de l'histoire, la psychologie de l'apprentissage, la didactique de l'histoire nous permettent quand même de plaider pour que l'apprentissage ait la majeure par rapport aux 2 autres modèles qui doivent avoir la mineure. Alors, si on se met en tête de promouvoir ce type de dynamique d'apprentissage, ça va aller, je pense, dans les timings. Je me suis très vite rendu compte qu'en tout cas pour l'enseignement de l'histoire, il fallait absolument rénover les manuels. On y vient. Pourquoi? Rapidement, mais je l'ai déjà dit. Il n'y a pas ou peu de matériaux pour mettre en problématique les savoirs historiques et où leur donner du sens. Les documents qui étaient dans les manuels jusqu'à la fin des années 90, et ça reste le cas dans la majorité des manuels, sont des documents qui sont là pour apporter des réponses, pas des questions, pas pour troubler l'esprit et perturber les élèves. Non, il faut amener des réponses. L'histoire, c'est quoi? Dites-le-moi vite. Mais pour une phase de mise en problématique des savoirs, il faut amener des matériaux qui sont des matériaux problématisants. Il n'y en a pas. Dans les manuels existants, il y avait, il y a encore que très peu d'espace d'enquête. Donc il y a rarement la possibilité d'assembler des documents dans des corpus en nombre un peu important et de les associer éventuellement, d'associer même des documents qui seraient contradictoires. Parce que dans l'esprit du discours découvert, on évite tout ce qui est brouillage, tout ce qui est brouillard, tout ce qui est pollution. Il faut que tout aille dans le même sens pour que l'élève apprenne. C'est pas comme ça que l'histoire se fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'espace d'enquête en termes de quantité de documents et de polysémie des documents, pourrais-je dire. En plus, le problème des manuels existants, c'est qu'il y a une structuration préétablie, il y a un récit. Donc, vous n'allez pas mettre vos élèves en situation active de rédiger un texte sur c'est quoi la nouveauté de la Première Guerre mondiale. Si page de droite du manuel, c'est déjà écrit. Allez, vous allez leur faire le coup une fois, au mois de septembre, et puis ils auront vite vu que c'était juste après. Ils ne le feront plus, évidemment. Donc, comment mettre l'élève dans des situations de construction du récit si le récit est construit? Et évidemment, pour lui, celui qui est dans le manuel, c'est quand même plus sérieux que ce que lui va lire. Voilà. Alors, j'ai élaboré un nouveau concept de manuel scolaire, donc je vous l'ai dit, je l'ai élaboré d'abord pour la classe d'histoire. Vous allez voir qu'il a été déjà transféré dans d'autres disciplines, et voyant, pensant que c'était peut-être un concept qui pourrait donner des idées dans d'autres disciplines, je l'ai baptisé Resources for Learning Textbook, un manuel qui donne les ressources pour apprendre. Et ce concept a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Alors, voilà la définition officielle. Quand on fait un dépôt, il faut définir les choses. Un nouveau type de manuel qui ne présente pas un résumé des connaissances à apprendre. Oui, il ne s'agit pas d'histoire. Un manuel qui ne présente pas un résumé des connaissances à apprendre, mais offre un ensemble modulaire et diversifié de ressources documentaires et informatives. Vous allez voir qu'il y a encore des éléments de récit dans les manuels, parce que je pense
ne peut pas en faire l'économie. Donc ça, c'est les ressources informatives. Un ensemble modulaire et diversifié de ressources documentaires et informatives à travers lesquelles l'enseignant et les élèves pourront circuler, naviguer, un peu comme on le fait sur le web, hein, de façon guidée, et puiser les éléments pour apprendre. Ça, c'est la définition un peu abstraite que j'ai essayé de construire ou de concevoir de telle sorte qu'elle puisse être transférable. Concrètement, voilà plus précisément les 3 types de ressources que ce type de manuel, me semble-t-il, peut proposer aux élèves. Des ressources qui leur permettent de relier les connaissances à apprendre avec le présent. Donc ça répond à mon souci de problématiser l'apprentissage du passé. Mais dans un manuel, je vais oser, hein, de chimie, je ne connais rien à la chimie. Est-ce qu'il y aurait pas moyen aussi de proposer des documents qui leur permettraient de découvrir que ce qu'on va étudier, ça a à voir avec le présent et avec des problématiques, avec des questions d'aujourd'hui. Les gaz à effet de serre, ça doit être de la chimie, ça non? Ben, les gaz à effet de serre, ça qu'il y a des problèmes de société là sous-jacents, etc., etc., etc. Ensuite, des ressources pour développer des connaissances au départ de l'analyse de corpus documentaires organisés autour de questions de recherche. Vous allez voir que la particularité de ce type de manuel, c'est d'offrir des ressources documentaires qui ne sont pas en position illustrative de marchepied par rapport à un récit qui est déjà écrit, mais qui sont des ressources documentaires articulées à une problématique ou à une question de recherche, et dont la réponse, évidemment, ne se trouve pas dans le manuel. Et enfin, des matériaux, c'est très important, je vais illustrer ça pour que vous voyez de quoi il s'agit, des matériaux pour permettre aux élèves de compléter ce qu'ils ont découvert, de mettre en contexte leurs connaissances, de valider et de nuancer pour les structurer les connaissances qu'ils ont développées. Donc, je pense que, enfin, c'est mon point de vue, il est important de malgré tout, amener des éléments qui vont aider l'élève à structurer. Impossible d'imaginer que l'élève, en 3e, 4e, 5e, 6e secondaire, 2 leçons par semaine, va reconstruire à lui tout seul le récit de l'histoire de l'humanité de la Mésopotamie à 2014. Ça va être dur. Ok ? Donc, à certains moments, il va avoir besoin, pourquoi pas, d'éléments de récit constitués par rapport auxquels il va mettre en perspective ses propres découvertes ou qui vont l'aider à compléter un certain nombre de ses découvertes. Même avec 20 heures par semaine, de toute façon, ce récit, il est impossible à rédiger. Donc, ce concept de manuel a été mis en œuvre d'abord dans la collection Construire l'histoire, que certains ont utilisé d'ailleurs, qui a été réédité cette année 2014, en tout cas pour la 3e et la 4e. Il y a eu une 2e collection qui s'appelle Futuriste, qui est le transfert, l'adaptation de la première pour l'enseignement officiel, puisque là, notre système complique le jeu pour les auteurs de manuels aussi, et que faire un même manuel pour 2 réseaux, c'est évidemment impossible. J'ai ensuite produit une collection de manuels scolaires pour le cours de sciences humaines dans l'enseignement libre catholique, donc en qualifiant et en professionnel. Il y a un cours d'histoire, géographie, sciences sociales et sciences économiques intégrées qui est en train de vivre sa dernière année. Mais voilà, une collection avait été produite et une autre va l'être pour le nouveau programme. Et puis enfin, donc déjà dans Au Monde Citoyen, j'ai pu, avec des collègues géographes, sociologues et économistes, j'ai pu me rendre compte que ce concept était transférable et que la géographie aussi est une science qui répond à des questions d'aujourd'hui. La géographie aussi peut s'apprendre dans des démarches d'enquête, de confrontation de documents. La géographie aussi est une discipline interprétative. Le géographe, il voit par le réel, il se construit une interprétation du réel, etc., etc. Et puis il y a un manuel de sciences sociales dirigé par Jacques Cornet et Philippe Soutemans notamment, qui a emprunté ce concept et qui l'a mis en œuvre de façon assez originale et convaincante. Je concrétise rapidement, et puis je m'arrête et vous me direz si vous avez des questions, et Marc Lemeuse me dira si j'ai encore un peu de temps. Voilà, comment se conçoit, voilà le plan du manuel Construire l'histoire. Donc vous voyez, ce n'est pas un plan. Donc ce n'est pas chapitre 1, le haut Moyen-Âge, chapitre 2, le Moyen-Âge, chapitre 3, le bas Moyen-Âge, chapitre 4, les temps modernes, 16e, 17e, 18e. Non, ça c'est le plan. Donc il est représenté de façon circulaire pour tout de suite donner une idée de navigation interne. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce manuel? La première page est à midi, puis au fur et à mesure que vous tournez les pages du livre, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a une première partie de ressources
qui ont été dénommés héritages, et qui sont de 3 types différents. Il y a d'abord des dossiers qu'on a appelés enjeux, qui permettent aux élèves de découvrir des enjeux, des questions, des problèmes de société actuels que l'étude du passé va permettre d'éclairer. Donc c'est vraiment découvrir des éléments du présent par rapport auxquels on peut se poser des questions et par rapport auxquels on va essayer d'apporter un supplément d'intelligibilité par le détour du passé. Toujours dans la partie héritage, il y a des dossiers qu'on a qualifiés de représentation et qui sont là pour aider les élèves à découvrir qu'ils ont eux-mêmes des représentations et que la société, dans la publicité, dans le théâtre, dans le cinéma, dans la littérature, etc., véhicule plein de représentations du passé qu'on va étudier. Donc quand l'élève entre en classe, vous savez bien que ce n'est pas une feuille blanche, il connaît déjà l'histoire en fait. Enfin, il y a des choses qui sont justes, c'est quoi juste? Il y a des choses qui sont cohérentes avec ce que les historiens disent, et puis il y a des choses qui sont franchement non convergentes. Donc ça, ce sont les représentations, et puis il y a des dossiers patrimoine. Le patrimoine, c'est quoi? Mais c'est ce qui effleure dans le présent et qui renvoie au passé. Donc c'est aussi du matériel qui est là présent. Il suffit de faire comme moi le trajet à pied de la gare de Mons jusqu'à la place Soirée pour découvrir une bonne partie de l'histoire médiévale et moderne à travers des traces, celles qui restent. Donc tous ces éléments-là sont là pour aider en phase de problématisation, sont là pour travailler la question du sens, pour articuler l'enseignement d'histoire avec le présent. Et puis, vous voyez que le plat de résistance du manuel, c'est la partie document, où on va trouver des ensembles documentaires articulés autour de questions de recherche. Pas des réponses, des questions. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Et puis, dans la partie repères, là, c'est tout ce qui est aide à la structuration. Parce que pour structurer, il faut de temps en temps pouvoir s'appuyer sur des éléments de connaissance constitués. C'est dans la partie le point, où on trouve, c'est le résidu du récit continu. Quand on a retiré de ce récit tout ce que les élèves peuvent construire eux-mêmes, qu'on a retiré tout ce qui est inutile aussi, parce qu'il y a plein de choses inutiles dans l'enseignement de l'histoire, il reste des éléments majeurs, importants, par rapport auxquels on se dit, ça l'élève, il ne pourra pas reconstruire ça tout seul, il n'y a pas les ressources, c'est trop complexe pour lui, mais il en aura besoin. Ça, c'est la partie de point. Traces, ce sont des matériaux pour aider l'élève à analyser de façon critique des types de sources historiques récurrentes. Quand on étudie l'histoire du Moyen-Âge, on va tout le temps être confronté avec des miniatures. Mais les miniatures, ça ne se lit pas comme une photo dans le métro aujourd'hui. Ça va, c'est une image tout à fait complexe et tout à fait différente parce qu'elle émane d'un contexte culturel complètement différent. Donc il faut lire ça comme les hommes du Moyen-Âge la disaient. Comment est-ce qu'on fait ça? Dossier trace. Espace-temps, donc c'est un référentiel spatio-temporel pour remettre en contexte spatial et temporel les découvertes qu'on a faites. Et DICO, c'est un lexique et des informations biographiques sur tous les auteurs de documents qui sont reproduits dans le manuel. Il y a 500 documents dans un CD. Rapidement pour illustrer, en classe de 4e secondaire dans tous les réseaux d'enseignement, on étudie la Renaissance. À quoi ça sert d'étudier la Renaissance? Vous pouvez mettre ça en perspective par rapport à une problématique contemporaine qui est la difficulté énorme que nous avons, je vais me mettre avec vous, à comprendre l'art contemporain. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas l'art contemporain? Pourquoi est-ce que c'est si complexe? À cette réponse-là, il y a plein d'éléments. À cette question-là, il y a plein d'éléments de réponse. Le sociologue va vous dire quelque chose, l'économiste, le sémiologue, l'historien de l'art. Mais l'historien, il va pouvoir éclairer ça en vous faisant découvrir que si vous avez du mal à apprécier une œuvre d'art contemporaine, c'est parce que vous vous êtes juste trompé de lunettes. Changez vos lunettes, je ne vous vois plus d'ailleurs. Vous regardez ces œuvres d'art avec des lunettes que vous croyez être les vôtres. Pas du tout. Ce sont celles que les hommes de la Renaissance ont inventées. Ce sont eux qui vous ont dit qu'une œuvre d'art, elle devait être belle, représenter le réel et être le résultat d'une prouesse technique. Ça, c'est, je pense, si on faisait un petit travail, vos principaux critères. Ben, ça, c'est une manière de voir une œuvre d'art. Alors, si vous continuez à regarder l'art contemporain avec ces lunettes-là, ben, vous n'y comprendrez jamais rien. Changez de lunettes. Voilà. Donc, on part d'un constat actuel et on se fait en projet en se disant. Et ça fait découvrir aux élèves que quand ils regardent, c'est ça l'histoire, quand ils regardent une œuvre d'art, ils ont l'impression que c'est eux qui la regardent avec leurs yeux, leurs critères. Ah oui, quoi, enfin, à quoi est-ce que vous venez? Ben, en fait, pas du tout. Oui, enfin, ce sont leurs yeux, ce sont leurs critères, mais hérités. L'historien va leur apprendre que nos critères sont hérités, sont le fruit d'une jeunesse, sont le fruit d'une culture qui nous a
Renaissance, aujourd'hui c'est beau, hein? Voilà, toujours un peu sur le même sujet, l'humanisme et la Renaissance, ce sont des périodes historiques, des phénomènes historiques par rapport auxquels la publicité, les médias véhiculent quantité de représentations. On peut partir de cette présentation d'aujourd'hui. Je ne m'appesantis pas là-dessus. Voilà un dossier patrimoine. Hein. Je vous ai pris l'exemple de Mons. On peut prendre l'exemple de Bruxelles. C'est mieux de s'y rendre, mais si on ne sait pas s'y rendre, avec ça, on peut appréhender le présent du passé à travers un espace qui est Bruxelles. Un exemple de dossier document, 4 pages autour d'une question de recherche. La société médiévale est-elle un ordre idéal? Il y a que des documents variés. Il n'y a pas de réponse à la question. Il y a des documents qui vont vous dire que oui, c'est un ordre idéal. Parce que pour les ecclésiastiques de l'époque, c'était comme ça. Les nobles, ils s'y retrouvaient pas mal aussi, c'était pas trop mal. Mais ce n'est pas le point de vue de tout le monde. Voilà. Donc, on est en 4e secondaire, ou en 3e dans l'enseignement officiel. Donc, on est avec des élèves de 15-16 ans. Voilà. Voilà, donc un dossier document avec un corpus de documents variés, authentiques, parfois complexes. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement jeter tous les élèves directement dans toute cette complexité. Là c'est la didactique qui intervient. Alors voilà l'exemple de dossier Le Point. Faire découvrir aux élèves qu'un édifice roman et un édifice gothique, c'est pas la même chose, que ça se distingue, qu'il y a des différences. Ça, c'est très facile. Pas de souci. Ça peut se faire sur base de documents. Mais à un moment, en classe, on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont changé? C'est vrai quoi, c'était bien le roman, pourquoi est-ce qu'ils ont passé à du gothique? Votre question. Ah bien ça, nous avons estimé que c'était rudement complexe, en fonction de la documentation, en fonction de la complexité du problème, et que les élèves avaient peut-être besoin, si la question émerge en classe, d'un dossier plus explicatif, avec quand même des éléments documentaires. Ça renvoie à des questions théologiques, durant la classe de 3e, 4e, ça renvoie aussi à des questions d'architecture, mais techniques, pour lesquelles il faut, je pense, un support. Voilà un type de dossier trace qui fournit à l'élève des exemples et des repères pour exploiter la miniature. C'était l'exemple que j'avais utilisé tout à l'heure. Voilà le fameux référentiel temporel, bon, les lignes du temps très classiques. Voilà des exemples de cartes. Oui, la Belgique. On fait l'histoire de la Belgique au Moyen-Âge, au temps moderne. Mais la Belgique, ça n'existe pas au Moyen-Âge, au temps moderne. C'est quoi la Belgique? C'est ça la Belgique. Donc il y a un moment où il faut se situer dans l'espace et se dire, ah oui, mais on est en Belgique, monsieur. Ah oui, mais en Belgique? Bah non, on n'est pas en Belgique. Voilà. Mons, c'est le comté de Hainaut, vassal du roi de France. Enfin, vous voyez le genre de complications. Et la partie lexique, notice des auteurs de documents et dictionnaire notionnel, on va dire. Voilà. Je vais faire une pause ici. Ça se passe de commentaires. Si vous le souhaitez, et si mon hôte le souhaite, je peux après vous amener rapidement des petits résultats de recherche pour vous informer de la manière dont les enseignants reçoivent ce manuel et de ce qu'ils en font. Mais ça va vous décevoir, donc peut-être qu'il ne faut pas. Qui est celle d'être un chercheur qui fait une recherche sur comment les enseignants réceptionnent un manuel qu'il a par ailleurs réalisé et que tout le monde sait très bien qu'il a réalisé. J'appelle de mes voeux des recherches conduites sur ces manuels, leur usage, leur conception, leurs limites, leurs failles, conduites par d'autres chercheurs et pourquoi pas des étudiants en maîtrise, par exemple. Ça, c'est pas un appel du pied. Première question de recherche que je me suis posée avec mon vieux compagnon de route, Mathieu Bouon, qui est maintenant responsable de l'agrégation à Louvain, qui était mon assistant et mon doctorant, c'est de savoir qu'en pensent les enseignants, mais plus précisément, essayer d'apprécier leur motivation. On a utilisé le modèle de Villot, leur motivation à utiliser ce manuel. Qu'en est-il de leur appétence à l'utiliser, à s'en inspirer, à l'exploiter? Et donc, sur base du modèle de Villot, que vous connaissez sans doute, il est assez couru, mais je pense assez pertinent, on a essayé d'évaluer à la fois ce que Villot appelle les déterminants de la motivation, ici, les déterminants de la motivation à utiliser construire l'histoire,
et les indicateurs, il distingue les déterminants et les indicateurs de la motivation à utiliser construire l'histoire. Les déterminants de la motivation à utiliser construire l'histoire, on a tenté de les cerner en partant des perceptions, n'oublions pas qu'on est dans du déclaré, les perceptions que les enseignants ont de la valeur de l'activité, donc on les a interrogés de façon comme ça directe, pour essayer de cerner la valeur qu'ils accordaient à cette activité potentielle ou réelle chez eux qui est utiliser, construire l'histoire. Est-ce que pour eux c'est une activité qui a de la valeur? On a essayé aussi d'apprécier, puisque c'est des manuels assez déstabilisants a priori pour les professeurs, les élèves, d'apprécier leur perception de leurs propres compétences à l'utiliser et leur perception de la contrôlabilité de la tâche. Parce que quand on est habitué à faire découvrir un récit pièce par pièce, 1, 2, 3, 4, et pas 4, 1, 2, 3, et puis qu'on impulse des dynamiques où les élèves vont construire des récits différents, il y a du stress chez certains enseignants qui ont l'impression qu'ils ne contrôlent plus rien. Et puis ils doivent apprendre à se taire, parfois aussi, à laisser les étudiants travailler, chercher, s'exprimer, dire des erreurs sans les corriger. Voilà. Donc c'est la contrôlabilité de la tâche. L'indicateur de motivation, c'était l'engagement dans la tâche, le degré de disponibilité à utiliser effectivement le manuel s'il ne l'utilisait pas. L'engagement dans la tâche, s'il l'utilisait, c'était une mesure du nombre d'occurrences, de recours au manuel. Mais voilà, sur une échelle à 6 positions, ce que ça a donné, 914 enseignants, c'est quasiment tous les enseignants de l'enseignement libre catholique, puisque c'est construit l'histoire, c'est les professeurs d'enseignement libre catholique, un taux de réponse de 14,3%. Quand on a comparé la distribution de l'indice socio-économique des établissements auxquels appartenaient ces enseignants, leur âge moyen, hommes-femmes, on a une distribution qui est semblable à la distribution de l'ensemble de la population. Donc ce n'est pas un échantillonnage, ils ont tous reçu le questionnaire et 14% ont répondu. Mais sur une échelle à 6 positions, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on a un score motivationnel global de 4 sur 6. Les scores les plus importants, c'est la valeur de l'activité et la contrôlabilité de la tâche. Le score le plus faible, c'est l'engagement dans la tâche, essentiellement parce que tous les enseignants n'utilisaient pas le manuel, ce qui est évidemment tout à fait leur droit, et malgré tout le sentiment d'avoir sa propre compétence. Donc, en chiffres, voilà. 4 sur 6. Donc moi qui suis directeur de la collection, je me suis dit, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça va, ils ont l'air d'être passablement motivés. Je n'avais pas un score de 1 ou de 2 sur 6. Voilà. Alors, la question suivante que je me suis posée, l'article a été publié en 2010 dans Éducation et Formation, une excellente revue de sciences de l'éducation, que vous devez connaître, je suppose. Alors la deuxième question, évidemment, la vraie question, et là elle est d'autant plus vraie qu'il y a vraiment un manque de travaux de recherche, de façon générale, pas pour les manuels d'histoire, c'est qu'est-ce que les enseignants en font. Et donc l'article est quasiment publié maintenant, c'est en 2014 donc, on a mis au point un dispositif de recherche un peu plus élaboré, donc on a choisi 12 enseignants. Alors là maintenant c'est un processus d'échantillonnage, très solide, je pense. Donc, Mathieu Bouron, dans sa thèse en 2009, a étudié les représentations sociales de l'enseignement d'histoire chez les professeurs d'histoire en Belgique francophone. Et il a mis en évidence l'existence de 3 conceptions dominantes qui renvoient de façon très étonnante ou pas étonnante à l'exposé récit, au discours découverte et à l'apprentissage recherche. Donc, quand on fait s'exprimer les enseignants avec des techniques d'évocation hiérarchisées, des choses assez élaborées, et qu'à partir de là, on extrait les principales conceptions des enseignants d'histoire, on retrouve en fait les attendus de ces 3 modèles qui historiquement se sont succédés. Et avec quasiment une répartition un tiers. Donc c'est assez fort. Donc ce qui a été prescrit a l'air d'avoir été intériorisé, enfin, c'est le résultat de sa thèse. Et donc, il y avait 175 enseignants qui avaient collaboré à ce travail de recherche, et on est allé en chercher 12, et on en a pris, puisqu'il y a 3 conceptions, on en a pris 4 qui sont vraiment au cœur de chacune des conceptions. Donc on a un échantillonnage qui n'est pas juste, c'est pas juste les copains, à qui j'ai dit, utilise le manuel et je vais regarder comment tu fais. Ça va? Alors chaque enseignant avait un objet de même nature à enseigner. Il y avait 6 enseignants en 4e qui ont enseigné la colonisation du Nouveau Monde,
et 6 enseignants en 6e qui ont enseigné la décolonisation de l'Afrique et de l'Asie. Donc on avait au centre un savoir de type conceptuel, colonisation, décolonisation. Chaque enseignant avait une mission de nous soumettre une leçon de 50 minutes qui devait être la première leçon d'une séquence de cours sur la colonisation ou la décolonisation. Nous savions, parce que nous sommes bien renseignés, qu'ils avaient tous, que leurs élèves avaient tous construit l'histoire, soit dans les cartables, soit dans une armoire au fond de la classe, mais à aucun moment il ne leur a été dit que l'objet de la recherche était de voir ce qu'ils en faisaient. À aucun moment il ne leur a été dit qu'ils devaient l'utiliser, et je ne comprends pas qu'ils devaient l'utiliser comme ceci ou comme cela. Donc moi je m'attendais à ce qu'éventuellement certains enseignants ne l'utilisent pas du tout. Why not? La consigne, c'était de préparer une leçon introductive d'une séquence sur l'objet que je vous ai dit, une leçon qui soit représentative de leur pratique habituelle, de ce que c'est qu'enseigner l'histoire pour eux. S'ils devaient manifester c'est quoi enseigner l'histoire en 50 minutes, qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer, et évidemment relative à l'objet de savoir convenu. Les résultats, vous allez voir, c'est pas très long, mais c'est très déstabilisant. Premier résultat, c'est que les ressources les plus innovantes ne sont pas utilisées. Donc, un enseignant sur 12 utilise des ressources qui sont dans la partie représentation, qui sont là pour problématiser, articuler le présent et le passé. Et il les utilise. Et quand il les utilise, il n'y consacre que 11% de son temps d'usage du manuel. Donc s'il utilise le manuel pendant 20 minutes sur 50 minutes, il va y consacrer 2 minutes. Par contre, à l'inverse, les enseignants plongent tous dans la partie la moins innovante, qui est la partie document, et ils y plongent de manière d'autant plus moins innovante que plutôt que de travailler sur des corpus documentaires, ils vont pêcher un document, comme on le faisait dans le discours découvert, et de façon ultra guidée, hop, on fait vite découvrir, vous voyez, la Première Guerre mondiale, c'est une guerre inhumaine, réglée. Tous les enseignants plongent là-dedans et ils en consacrent 61% de leur temps d'usage du manuel, donc plus de la moitié du temps pendant lequel ils travaillent avec le manuel, ils ne travaillent pas, il n'y est pas forcément pendant 50 minutes, c'est là qu'ils le logent. Alors vous voyez qu'il y a quand même 3 enseignants qui utilisent le dictionnaire, mais à hauteur de 6% de leur temps d'usage, c'est pas énorme. Derrière l'usage du dictionnaire, il y a quand même tout l'apprentissage conceptuel, notionnel et critique. Donc, il y a des enjeux en termes de développement de compétences et d'apprentissage de la discipline historique qui sont importants. Les 5 enseignants utilisent le référentiel spatio-temporel. Donc la première conclusion, rapidement mise en scène, c'est que les aspects les plus innovants sont les moins utilisés. Donc le manuel a l'air d'être... ce qu'on va y chercher, c'est ce qui est déjà dans le manuel discours découvert. Je ne me décourage pas, vous savez. Donc moi je dis un manuel sous-exploité dans ses matériaux. Et alors, dans un deuxième temps, j'ai fait une grille d'analyse des fonctions que le manuel joue dans le processus d'enseignement. Quelles sont les fonctions du manuel au plan de l'apprentissage et de l'apprentissage de l'histoire. Sur cette grille assez complexe, mais dont je suis très fier parce qu'elle existe nulle part ailleurs, j'ai analysé les 12 leçons qui ont été évidemment filmées et je suis arrivé à la conclusion suivante. C'est que 10 enseignants sur 12 mobilisent essentiellement le manuel dans une logique, les psychopédagogues diraient, d'assimilation de connaissances. Et donc moi je vais dire de découverte d'informations par analyse de documents avec un haut degré d'évidence de discours découverte. A l'inverse, 2 enseignants au contraire utilisent ce manuel avec un projet de construction de connaissances, partage complexe. Donc ça veut dire que, je ne vais pas entrer dans trop de détails parce que je pense que le temps commence à s'écouler, le manuel est surtout utilisé dans une dynamique essentiellement de discours découverte. Et donc quand on croise, c'est ma dernière dia, les conceptions déclarées et les pratiques, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce tableau. Il y a 5 enseignants sur 12, c'est ma diagonale en pointillé, qui ont l'air, c'est une leçon, voilà, une leçon. Et leur pratique est caractérisée uniquement sur base de la période pendant laquelle ils utilisent le manuel. Donc il y a quantité de précautions à prendre.
Voilà. Mais ce n'est pas des enseignants choisis n'importe comment. Là, je défends un peu mon morceau. 5 enseignants, ceux qui sont sur la diagonale en pointillé, utilisent le manuel d'une manière qui a l'air d'être cohérente avec leur conception. Les deux enseignants sur les 4 exposés ici l'utilisent essentiellement en s'appuyant sur la documentation, essentiellement pour illustrer le discours qu'ils tiennent, etc., etc., etc. Il y en a 4 qui utilisent le manuel dans des dispositifs, donc qui mettent en œuvre des pratiques, ce sont les 4 qui sont là, qui se réfèrent à des conceptions qui sont plutôt antérieures à celles qu'ils déclarent. Donc là, j'ai un enseignant de type plutôt discours découvert dans ses conceptions déclarées, mais qui met en œuvre le manuel plutôt dans une logique d'exposé récit. Sur mes 4 enseignants qui se disaient apprentissage-recherche, il y en a 3 sur 4 qui se disent plutôt apprentissage-recherche, en tout cas comme ça qu'on décode leur déclaré, mais en fait ils sont plutôt dans des pratiques de type discours découvert. Et puis j'en ai 3 qui sont dans des postures un peu différentes, qui sont qu'est-ce que je dis? J'en ai 3 qui sont dans des postures un petit peu différentes, puisque leurs pratiques ont l'air de se référer à un modèle qui est plutôt postérieur, je n'ai pas dit en avance, hein, qui est plutôt postérieur à celui auquel ils se réfèrent dans leur déclaré. Donc un enseignant qui se réfère plutôt au discours découvert, mais qui met en œuvre des dynamiques qu'on peut quand même plutôt qualifier d'apprentissage-recherche. Ici, j'ai même un enseignant sur les 2 ici qui sont des enseignants qui se disent plutôt favorables au transmissif. J'en ai un des 2 qui met même en œuvre à certains moments des démarches plutôt d'apprentissage-recherche. Donc il y a un hiatus, en tout cas il n'y a pas une cohérence entre les conceptions déclarées, il faudrait discuter et interpréter ça, on ne va pas le faire ici, et les pratiques d'usage du manuel. Donc ça veut dire que quand on fait un manuel, et puis je me tais, on donne un outil à l'enseignant. Puis l'enseignant, il va en faire exactement ce qu'il veut. Ça ne me paraît pas être une raison pour ne pas faire des outils, mais ça me paraît une raison pour être extrêmement modeste et ne pas imaginer qu'en modifiant les outils, on va de facto, toujours, tout le temps, de façon durable, modifier les pratiques. Peut-être parfois, mais souvent non. Enfin voilà, ça c'était 2 petits résultats de recherche modestes. Je ne sais pas si ça suggère de nouvelles réflexions, oui. Est-ce qu'il y a des enseignants qui ont été formés à l'apprentissage-recherche en fait? Est-ce qu'ils ont vu cette nouvelle façon de faire avant d'avoir le manuel à disposition? Ou est-ce qu'ils ont le manuel et puis à partir de là... Donc parmi tous ces enseignants ont participé à des formations continuées, donc ont eu l'occasion de découvrir c'est quoi ce modèle-là. Sur les 12, il y en avait 2 qui étaient des anciens étudiants à moi, donc qui forcément ont été encore davantage formés. Celui-là en est un, ok, mais je me souviens d'elle. Ici, derrière, celle-là en est une aussi. Donc elle a été formée à l'apprentissage-recherche. Dans ses conceptions déclarées, bon, Jadot dit que, mais moi je trouve que le discours découvert c'est quand même mieux, mais dans les pratiques, elle est là. Ils font ce qu'ils veulent en classe. Est-ce que tu as été à l'université, on enseigne l'histoire, dans quel modèle on se place plutôt? Je le dis finalement, on avait écrit comme le thème, écrit les 3 modèles. Est-ce que vraiment, à l'université, quand on forme des historiens, on donne une approche apprentissage-recherche, ou est-ce qu'on est encore dans l'exposé récit, le discours découvert? Je pense que l'université, les départements d'histoire, j'en connais en tout cas 2 très bien, l'UCL et l'ULG, sont très schizophréniques. C'est-à-dire qu'il y a une partie des enseignements qui sont très clairement de l'exposé récit, et puis il y a une partie des enseignements qui sont clairement de l'apprentissage-recherche, puisque au cœur de la formation d'historien, il y a le séminaire de recherche, il y a la production d'un mémoire, dont les historiens se plaisent à dire que c'est le chef-d'œuvre de toute la vie. Voilà. Donc je pense que dans la formation universitaire, il y a une tension
Et alors, ce que j'observe, c'est que quand les étudiants arrivent en agrégation ou en finalité didactique, ils ont quand même l'a priori que c'est l'exposé récit. L'apprentissage de recherche, c'était pour l'université, c'était pour nous, pour être des chercheurs. Mais les élèves, non, c'est trop compliqué, ils ne peuvent pas. C'est ça. Voilà. Par rapport aux conceptions d'éclairage qui m'intéressent aux enseignants qu'on retrouve dans chaque paquet, est-ce que l'on sait s'ils sont des enseignants du même âge, ou est-ce qu'on retrouve plutôt des plus jeunes et des plus anciens, ayant eux-mêmes subi, ou ayant été dans des classes où on disait plutôt l'exposé récit, plutôt le discours découvert, ou plutôt l'apprentissage de recherche? Est-ce qu'il y a un lien entre l'âge, par exemple? Il n'y a aucun lien entre l'appartenance, entre les conceptions et les caractéristiques individuelles. Donc il n'y a aucun, quand on fait des analyses de régression, il n'y a rien qui marche. Par contre, quand on fait des analyses de correspondance et qu'on tire des facteurs, des choses beaucoup plus complexes, on arrive à trouver des configurations de facteurs que je ne pourrais plus nommer de mémoire, mais du genre, des choses difficiles à interpréter, du genre l'enseignant qui travaille dans une école, par rapport à laquelle il a la perception que ses élèves sont très compétents, que le directeur est très investi dans le pédagogique, qui lit beaucoup de livres d'histoire. Lui, il va avoir plutôt tendance à avoir une conception comme ça, mais je ne saurais plus vous dire laquelle. Donc, en termes de caractéristiques individuelles un peu descriptives, il n'y a rien qui donne des résultats, mais on arrive à trouver des configurations comme ça assez complexes. Des enseignants qui travaillent plutôt avec ce type de public, mais qui en plus sont moustachus, portent des lunettes, mettent jamais de cravate, viennent en train, mais ceux-là sont plutôt de ce type-là. Mais donc c'est très compliqué à interpréter. Voilà. Très complexe. Voilà. Tu as montré le manuel de l'élève, mais ça laisse entendre qu'il y a un manuel de aussi. Oui, il y a un manuel du professeur qui est 2 fois plus gros que le manuel de l'élève et qui va proposer pour chaque document des propositions didactiques et des informations historiques complémentaires, et surtout qui va proposer des scénarios pour naviguer dans ce manuel un peu désorganisé, à dessin, et donc des scénarios pour amener les élèves à construire des problèmes, construire des démarches d'enquête et structurer des connaissances. Donc il y a toute une série de... Et celui-là, il se vend. Il ne se vend presque pas. Alors que l'autre... Le manuel, oui, le manuel il occupe le marché de façon très très dominante, et le guide de l'enseignant se vend très très mal. Donc c'est à dire qu'ils n'ont pas une bonne utilisation pas une utilisation réfléchie du manuel. Ils l'utilisent à partir de leur... je pense qu'ils l'utilisent à partir de leur conception, de leur pratique habituelle, et ils s'en emparent, et je pense qu'ils le détournent pour le rendre le plus convergent possible et peut-être transformer à la marge leur pratique. Donc je pense qu'il y a... C'est le manuel qui est approprié, on rabardelle des choses intéressantes là-dessus sur l'instrumentation. Donc en fait, le manuel, c'est un objet en fait, hein. C'est pas un outil en fait, c'est un objet. C'est un objet quoi, comme une table, comme une chaise. Et il ne devient un outil qu'à partir du moment où on se l'approprie, mais les modalités d'appropriation se font à partir des conceptions, des chaînes, d'actions, voilà. Et donc, je pense que l'enseignant, oui, le tord, le détourne, le transforme, voilà. Alors, est-ce que ceux qui ont le guide de l'enseignant et qui l'utilisent, j'en sais rien, l'utilisent plus, voilà, ça je sais pas.